matin tout le monde. Je me présente Marie-Andrée Poirier. Je suis professeure et directrice de l'École de travail social de l'Université de Montréal. Ça me fait plaisir ce matin de remplacer Mme Geneviève Pagé, professeure à l'UQO, qui est la directrice de l'équipe de recherche sur le placement et l'adoption, qui pouvait malheureusement pas être avec nous ce matin. Donc, ce matin, je vous accueille avec un double chapeau, c'est-à-dire un chapeau d'animatrice, mais aussi un chapeau de conférencière. Donc, je sais que vous êtes tous probablement des travailleurs sociaux, des travailleuses sociales ou des parents d'accueil. Alors, l'idée du double chapeau, vous le comprenez bien. Donc, on va essayer de faire ça du mieux qu'on peut. Donc, ce matin, on vous convie à une conférence intitulée « La formation des familles d'accueil, un défi collectif ». Point de vue des acteurs au cœur de ce défi. Avant de rentrer dans le cœur de la présentation, je vais un peu vous parler de l'équipe qui organise ces conférences. Donc, je vous rappelle que notre équipe, pour ceux qui ne nous connaissent pas, a pour mission là, de produire des résultats de recherche et de développer des pratiques en collaboration avec les milieux de pratique afin d'assurer le développement optimal des enfants placés et adoptés. Cette équipe est composée de 13 chercheurs universitaires de plusieurs universités québécoises, de 6 collaborateurs de milieux de pratique, mais aussi de 11 partenaires, dont des milieux institutionnels, des associations de familles d'accueil, des organismes communautaires et un comité de concertation en adoption. Si vous voulez en savoir davantage sur notre équipe, vous avez toutes les informations au bas de l'écran qui vous permettent d'en apprendre davantage sur les projets de recherche qu'on réalise et sur nos partenaires. Il y aura probablement une autre série de conférences au printemps 2022. Donc, suivez-nous là, sur nos différents espaces de communication pour pouvoir avoir la chance d'être mis au courant de ces conférences-là. Alors, on va commencer la présentation. Donc, je vous présente nos conférencières et nos panélistes. Donc, je me suis déjà présentée. Je vais vous présenter Marie-Pierre Joly, qui est candidate au doctorat en travail social à l'Université de Montréal et qui est chargée de projet au Centre d'expertise de l'Institut universitaire Jeunes en difficulté du CIUS, Centre-Sud de l'île de Montréal. Marie réalise des travaux et des projets qui portent exclusivement sur l'accueil familial en contexte de protection de la jeunesse. Elle s'intéresse aussi à l'attachement et au trauma complexe. Elle a fait beaucoup de projets là, en évaluation sur, entre autres, les visites supervisées puis l'accompagnement des parents d'accueil. Il y a aussi Véronique Noël, qui est tout nouvellement coordonnatrice recherche à l'Institut universitaire. Avec ses expériences professionnelles, Véronique a beaucoup d'expérience de collaboration, d'implantation de projets pilotes. Elle a travaillé pendant plusieurs années dans le domaine des droits des enfants et elle a collaboré à l'IUJD à plusieurs projets de co-construction clinique et scientifique. Marie-Pierre et Véronique ont agi dans le cadre du projet qu'on vous présente aujourd'hui comme des co-chercheurs. Donc, ça a été vraiment une démarche là, qui a été réalisée, je vous dirais, à 3. Donc, elles vont participer à la présentation ce matin. On a la chance, dans la dernière partie de notre présentation, de pouvoir échanger avec des panélistes autour d'une table ronde. Donc, on les remercie d'avoir fait de l'espace dans leur agenda très, très chargé pour être avec nous ce matin. Donc, vous allez entendre Mme Nathalie Pilot-Bossiane, qui est coordonnatrice aux ressources et aux dossiers transversaux à la direction adjointe programme jeunesse, service dans la communauté du CIUS. Monsieur Jean-François Rioux, qui est coordonnateur du comité local de concertation et de suivi de l'entente à la FARIC, la Fédération des familles d'accueil et des ressources intermédiaires. La FARIC a pour mission de défendre les droits et les intérêts des ressources d'accueil à l'enfance, de les supporter dans leur engagement et de travailler à améliorer les conditions d'exercice, de leur exercice, pardon. Donc, elle représente les ressources d'accueil, assure le respect de l'entente collective, forme et informe les ressources et assure aussi la promotion du travail avec les établissements et le grand public. Nous aurons aussi, autour de notre table ronde virtuelle, M. Mathieu Bolduc, qui est directeur de l'Association démocratique des ressources à l'enfance, secteur Montréal, donc la DREC. C'est une organisation qui est dirigée par des familles d'accueil, pour des familles d'accueil et qui a pour mission de répondre aux besoins de leurs membres, de protéger, de défendre leurs droits en tant que ressources de type familial. Donc, c'est tout ce beau monde-là qui vous convie ce matin à la présentation sur la formation des familles d'accueil, un défi collectif. Je vais céder la parole à Véronique Noël pour la première partie de la présentation.
Oui, bonjour. J'ai effectivement l'honneur de commencer cette présentation-là. Je vais commencer par vous parler, en fait, de l'importance de la formation des familles d'accueil. On le sait, en protection de la jeunesse, les jeunes qui sont placés vont avoir risquent en fait de se retrouver dans un milieu substitut à un moment ou à un autre de leur trajectoire en protection de la jeunesse. Quand le placement est nécessaire, la famille d'accueil est le milieu qui est le plus souvent privilégié. Donc, les familles d'accueil vont accueillir des enfants qui présentent des profils complexes et qui vont faire face aussi à différents facteurs de vulnérabilité. Donc, les parents d'accueil ont nécessairement plusieurs besoins. Il y a une revue systématique là, récente qui a parlé des besoins de formation des parents d'accueil qui sont multiples. Ça peut être, par exemple, la parentalité avec des enfants qui ont des besoins spéciaux, les aspects spécifiques relatifs au rôle de parent d'accueil, les troubles développementaux, l'aspect ethnoculturel. Donc, ça peut être très vaste. Euh, Par rapport aux retombées de la formation, ce qu'on sait de la littérature actuellement, c'est que les parents d'accueil qui ont eu accès à de la formation, ils vont, par exemple, rapporter moins de comportements difficiles chez les enfants qui sont placés dans leur famille. Ils considèrent aussi qu'ils ont de meilleures connaissances, donc que la formation a contribué à ce qu'ils acquièrent des savoirs et des savoir-faire. Ils se déclarent aussi se sentir plus compétents dans le cadre de leur rôle de parents d'accueil. Ils ont un sentiment d'efficacité qui est supérieur. L'accès aussi à des formations qui répondent aux besoins des parents d'accueil serait aussi associé, selon la littérature, à une satisfaction accrue dans le cadre de leur rôle et aussi à une meilleure rétention. Donc, en lien avec ce que je viens de vous dire, en lien aussi avec, par exemple, la rétention, on sait qu'en ce moment, le recrutement des familles d'accueil constitue un défi, la rétention également. Donc, il est essentiel que les parents d'accueil aient accès à une offre de formation de qualité puis qui va être vraiment en phase avec leurs besoins. La structure de la formation des familles d'accueil, elle a été bouleversée en 2009 au Québec par l'entrée en vigueur de la LRR, qui est la loi sur la représentation des ressources. Le nom officiel est beaucoup plus long que ça. Je vais me limiter par les 3 premiers mots qui caractérisent cette loi. Cette loi qui a été adoptée en 2009, elle encadre le droit des parents d'accueil de se regrouper, d'être représentés et de négocier une entente collective, dans le fond, ce qui va contribuer à faire valoir leurs intérêts. Cette loi-là est quand même assez vague par rapport à la formation. Il est spécifié que les ententes collectives peuvent porter sur certaines questions de formation. La formation, dans le fond, elle va plus être abordée dans les structures que vous voyez en dessous. Donc, au Québec, nos familles d'accueil sont représentées par 3 associations représentatives, donc la FARIC, Fédération des familles d'accueil et des ressources intermédiaires du Québec, ADREC, Association démocratique des ressources à l'enfance du Québec, et la CSN. Ce qui fait en sorte qu'on a 3 comités nationaux de concertation et de suivi de l'entente que je vais appeler comités nationaux par la suite. Ces comités nationaux-là, donc, sont paritaires. Il y a des représentants et des représentantes du ministère de la Santé et des Services sociaux et des associations représentatives. C'est dans cette structure-là que sont négociées les ententes collectives. Donc, au Québec, on a 3 ententes collectives. C'est aussi dans ces structures-là qui vont, dans le fond, qui vont contribuer à assurer la mise en œuvre de la formation. Il y a 2 comités qui portent la responsabilité, donc les comités nationaux dont je viens de vous parler et les comités locaux que vous pouvez voir tout au bas de l'écran. Donc, les comités nationaux, ils ont plusieurs mandats, dont, entre autres, de définir les orientations et les priorités en matière de formation. Donc, ce sont les orientations nationales de formation. Et aussi, ils vont veiller à la bonne mise en place et au bon fonctionnement des comités locaux de formation. Donc, la structure qui est un peu plus, locale, donc qui est plus en bas de la diapositive. Donc, les comités locaux, eux, au Québec, on a 16 comités locaux qui font chacun dans leur région, donc, une démarche pour planifier la formation qui va répondre aux besoins des familles d'accueil. Ces comités locaux-là sont aussi paritaires. Donc, ils vont planifier les activités de formation
avec l'établissement. Donc, dans chaque région, on a des représentantes des établissements et de l'association qui vont planifier les activités de formation. Ils ont plusieurs mandats eux aussi, dont, par exemple, de faire une reddition de compte au Comité national des activités de formation qui ont eu lieu, puis du budget qui était dépensé en matière de formation. Donc, ce qu'il faut retenir de ce que je viens de vous dire, parce que ça peut paraître complexe comme structure pour les néophytes, c'est que la formation, elle est planifiée en partenariat entre les établissements et les associations représentatives de familles d'accueil, et elle est aussi intégrée dans la structure syndicale, c'est-à-dire qu'elle est discutée et elle est mise en place dans les structures qui visent à négocier et à appliquer les ententes collectives. Dans les orientations nationales de formation, on a recensé 3 catégories de formation. Donc, il y a les formations obligatoires. Dans le cas qui nous concerne, c'est une orientation ministérielle, c'est-à-dire que chaque famille d'accueil doit obligatoirement suivre cette formation-là, faire des mises à jour pour demeurer, dans le fond, pour garder son accréditation. C'est la réanimation cardio-respiratoire. Il y a aussi des formations clinico-administratives qu'on a qualifiées de dites obligatoires, qui sont, par exemple, le cadre de référence sur les ressources intermédiaires et les ressources de type familial, les instruments de classification. Mais ça va être des formations qui vont permettre aux familles d'accueil de bien se situer dans leur rôle par rapport à l'établissement et aussi dans le contexte de la loi de la LRR. On a aussi des formations cliniques qu'on a nommées non obligatoires. On va vous en reparler un petit peu plus loin. Donc, c'est des formations comme, par exemple, attachement, TDAH, dépendance ou intervention en situation de crise. Je vais maintenant vous présenter notre projet de recherche. On trouvait hyper pertinent de faire un projet de recherche sur la formation des familles d'accueil. Je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, en 2009, la LRR est venue bouleverser la façon de planifier la formation et il n'y a pas eu d'évaluation qui a été faite des impacts de cette loi-là. Donc, notre projet de recherche a 2 objectifs principaux, dont le premier est de dresser un portrait de la formation offerte aux familles d'accueil au Québec. Le deuxième objectif, c'est d'explorer la perspective des acteurs sur divers thèmes, dont ceux qui sont listés ici, dont les facteurs qui facilitent ou qui font obstacle à la participation des familles d'accueil. Les besoins de formation différenciés selon le type de famille d'accueil, c'est-à-dire que ce soit une famille d'accueil régulière, une famille d'accueil banque mixte ou une famille d'accueil de proximité. L'efficience de la structure de formation proposée par la LRR. Et enfin, les pistes d'action qu'on pourrait mettre en place pour mieux répondre aux besoins de formation des familles d'accueil. Dans le cadre de la conférence ici, là, on va davantage s'attarder à l'objectif numéro 2. Donc, on va vous présenter la perspective des acteurs. Pour ce faire, on a fait des entretiens semi-dirigés, donc qui ont tous été virtuels en raison des conditions que vous connaissez fort bien, qui ont duré en moyenne 30 à 60 minutes. Ces entrevues-là ont fait l'objet d'analyses de contenu thématiques. Maintenant, qui on a rencontré? On a rencontré des représentants et des représentantes des associations de familles d'accueil. On a rencontré 14 personnes. Il y a 11 régions qui sont représentées toutefois. Dans certaines régions, on a fait 2 entrevues pour mieux comprendre ce qui caractérisait cette région-là. On a 16 entrevues avec des représentants et des représentantes d'établissements, donc les CIS et les CIUS, un de chaque région socio-sanitaire du Québec. Et enfin, on a 4 entrevues avec des représentants et des représentantes qui siègent sur le Comité national de formation. Donc, c'est important pour nous d'avoir tous les points de vue de tous les acteurs concernés. Donc, je vais maintenant passer la parole à Marie-André qui va débuter la présentation de nos résultats de recherche. Merci beaucoup, Véronique. Donc, ce matin, ce sont les premiers regards sur les résultats. Ce sont des analyses, j'allais dire préliminaires, mais relativement bien avancées. Mais au moment où on vous parle, aucune publication officielle des résultats n'a été faite. C'est une occasion pour nous de confronter ce premier regard-là au vôtre, à nos partenaires des associations représentatives pour établir un premier dialogue sur ces résultats-là.
On a structuré la présentation de résultats, comme vous le voyez, en 5 moments distincts. Dans un premier temps, je vais établir avec vous certains grands constats, une espèce de regard assez global sur le point de vue des acteurs que nous avons rencontrés. Par la suite, nous allons aborder 3 principaux défis qui ont émergé de la prise de parole de ces différents acteurs. Donc, le premier défi, étant de comment on peut favoriser la participation des familles d'accueil à la formation. On va voir que l'enjeu de la participation est un enjeu important. Comment offrir un plan de formation qui répond aux besoins des familles d'accueil. Et finalement, les intervenants, les acteurs rencontrés nous ont parlé des défis de composer avec la structure actuelle de formation. On va poursuivre notre présentation en discutant des pistes d'action qui ont été soulevées par les acteurs pour améliorer un peu la réponse à ces différents défis-là. Et c'est aussi sur ces pistes d'action-là qu'on va solliciter à la fin de notre présentation le point de vue de nos différents panélistes. Vous allez voir tout au long de notre présentation, on a parsemé la présentation d'extraits. Donc, ce seront vraiment des extraits des entrevues que nous avons réalisées. À des fins de confidentialité, là, les noms des gens n'apparaissent pas et certains extraits ont pu être légèrement modifiés, un pour tenir dans une présentation PowerPoint et aussi pour éviter que l'on puisse identifier ces personnes-là. Donc, si on regarde dans un premier temps les principaux constats, hein, le premier, il y a un consensus autour des acteurs qu'on a rencontrés, que ce soit les représentants des associations, les représentants nationaux ou ceux des établissements. C'est que la formation est un aspect essentiel du rôle des parents d'accueil pour répondre, dans un premier temps, pour mieux répondre aux besoins des enfants placés. Je crois que c'est éloquent de voir la façon dont nous en parle la personne dans le premier extrait. Donc, les familles d'accueil sont laissées à elles-mêmes. On leur confie des enfants avec des problématiques particulières, mais c'est des papas et des mamans au quotidien. La formation, des fois, ça peut leur donner des outils, un bagage, des moyens à utiliser au quotidien. Cet extrait-là témoigne bien de l'importance qu'on accorde à la formation des parents d'accueil pour leur permettre d'assurer leur rôle. Puis un autre aspect aussi qu'on va revoir plus loin, qui est aussi de reconnaître que ce sont aussi des parents qui vivent au quotidien avec des enfants. Les 2 autres éléments qui ont été identifiés dans cette reconnaissance de l'importance de la formation rejoignent un peu ce que Véronique vous a présenté au début. Il y a comme une confirmation de la littérature. C'est que les acteurs nous ont dit une famille d'accueil bien formée, mieux formée, ça permet d'éviter des déplacements, ça permet d'éviter des difficultés auxquelles les parents d'accueil pourraient avoir, pour lesquelles ce serait difficile de faire face. Et ils nous ont aussi parlé du fait que la formation pourrait peut-être éviter certaines enquêtes administratives, c'est-à-dire en agissant en amont ou en prévention, pour mettre en place certains correctifs ou certaines difficultés rencontrées par les parents d'accueil, qui peuvent être liées à différents facteurs. Hein. L'objectif de la rencontre aujourd'hui n'est pas d'entrer dans ces détails-là, mais qui peuvent être à la fois liés aux difficultés particulières des enfants, au contexte familial plus large dans lequel ils s'inscrivent et parfois peut-être à des enjeux qui appartiennent davantage à la ressource. Un autre élément général qui est sorti des constats, c'est la reconnaissance par les différents acteurs de la qualité de la relation de travail qui s'est établie à l'intérieur des différents comités, que ce soit le comité national ou les comités locaux. C'est-à-dire que les gens qu'on a rencontrés, certains étaient là depuis longtemps, nous ont dit qu'il y a eu des ajustements au cours des dernières années, mais que maintenant, ils peuvent compter, de façon générale en tout cas, sur une bonne relation de partenariat à l'intérieur de leurs différents comités. On a 2 extraits qui appuient ceci. Hein, un premier extrait d'une association, puis un premier d'un établissement et un second d'une association. Donc, il y a une belle ouverture et le désir est d'avoir quelque chose de qualité. On a de beaux échanges. Je pense que tranquillement, pas vite, on avance. Il y a quelques années, c'était peut-être plus difficile. Donc, on voit l'évolution et la mise en place de ce travail bipartite là, entre les établissements et les associations. Ce sont des gens qui sont terrain, qui comprennent la réalité des familles d'accueil. J'ai vraiment l'impression de travailler avec des collègues. Avant, la relation, c'était plus employeur-employé et pourtant, ce n'est pas supposé être comme ça. On est des collaborateurs. Donc, cet extrait-là témoigne bien du climat généralement positif, ce qui, selon cette personne représentante d'une association de familles d'accueil, s'est installée dans sa région. C'est clair qu'il y a certaines situations au travers les extraits qu'on a vus qui peuvent être des situations plus tendues, voire imparfaites.
Mais ce qu'on a retrouvé de façon générale, c'est que bien qu'il y ait parfois des difficultés, les gens nous disent être capables de s'entendre, de s'écouter et de cheminer pour mettre en place dans des conditions, on va y revenir plus tard, qui sont parfois difficiles, mais où tout le monde tente de faire avancer le dossier de la formation des parents d'accueil parce qu'on lui reconnaît une importance. Un autre élément qui est ressorti de nos entrevues comme grand constat, c'est la question de la flexibilité à l'intérieur de cette structure-là. Les gens ont identifié comme un aspect positif la possibilité d'ajuster la structure de travail et l'offre de formation selon les régions. Hein, que ce soit à la fois dans le fonctionnement des comités, hein, c'est-à-dire la fréquence des rencontres, le nombre de personnes qui y assistent, l'arrimage aussi avec le comité national. Les gens nous ont manifesté cet aspect positif de s'ajuster à des réalités qui peuvent être parfois différentes selon la grandeur, la structure des régions. On va voir tout à l'heure aussi que cette flexibilité-là peut, en contrepartie, avoir aussi des défis, amener aussi certains défis. On va y revenir plus tard. Finalement, vous vous souvenez, hein, le premier défi qu'on voulait vous présenter à partir de nos résultats de recherche était de favoriser la participation des parents d'accueil. Véronique vous l'a dit tout à l'heure, un des premiers objectifs de notre étude, c'était de faire un portrait de la participation, hein, de faire une espèce de portrait général à travers les différentes régions du Québec de la participation des parents d'accueil. Vraiment de façon très détaillée. Combien de formations se donnent, combien de parents y ont participé, combien ont annulé. Et ça a été extrêmement difficile de faire ce portrait-là. Hein, c'est-à-dire que les différentes régions n'avaient pas tous les mêmes informations à nous transmettre. Donc, notre portrait reste partiel. Donc, ce sont des grands constats, mais on n'a pas le fin détail de cette participation-là. On doit vous dire que c'est un portrait de formation pré-COVID, hein, c'est-à-dire qu'on a demandé aux répondants de nous parler de la période avant la pandémie, parce que vous le savez, là, ça a eu des impacts importants dans nos organisations. Ça a eu un impact encore plus important pour les parents d'accueil qui exercent leur rôle au quotidien. Donc, ça a pu avoir une incidence sur la participation. Ce qu'on a constaté de façon très, très large au niveau de la participation, c'est ce que Véronique vous a dit tout à l'heure, hein, c'est que ça va varier grandement selon les types de formations qui sont offerts aux parents d'accueil. Hein, la première formation dite obligatoire, qui est la réanimation, a peu été abordée dans nos entrevues parce qu'elle va de soi. Hein, elle est offerte de façon systématique à l'ensemble des familles d'accueil. Donc, les répondants, on peut poser leur regard sur les défis de ces formations-là. Ils nous ont davantage parlé des deux autres types de formations. Donc, les formations clinico-administratives dont Véronique vous a parlé. Et là, ce qu'on a constaté, c'est que c'est une participation très variable d'une région à l'autre. Mais ce qu'il faut savoir de ces formations-là, c'est qu'elles sont, les parents d'accueil les suivent une fois dans leur histoire ou dans leur vie de parents d'accueil. Hein. Donc, c'est une formation qui arrive assez rapidement et qu'ils ne doivent que suivre qu'une seule fois. Donc, ça va être très lié à l'accréditation de nouvelles familles d'accueil ou à l'arrivée de nouvelles familles d'accueil dans différentes régions du Québec. Un autre élément qui est beaucoup ressorti et qu'on va beaucoup reparler dans les prochaines minutes de notre présentation, c'est la participation à des formations dites non obligatoires, qui sont les formations plus cliniques, qui vont être différentes d'une région à l'autre, dans lesquelles on va voir une plus grande variation parce qu'elles vont être définies dans les différents comités locaux de formation. Et là, on voit une participation, dans les données qu'on a pu constater, une participation généralement faible et des situations dans lesquelles parfois on doit annuler les formations parce que le taux de participation des parents d'accueil n'est pas suffisant. On va voir tout à l'heure comment les acteurs qu'on a rencontrés ont des idées extrêmement intéressantes pour rencontrer ce défi de la participation. Donc, à partir du discours des acteurs, on a été aussi capable d'identifier les facteurs qui ont un impact sur le taux de participation. Hein, je vous rappelle que moi, je vous les présente par souci de clarté, un après l'autre, ces facteurs-là, mais il faut vraiment les voir en interaction. Ces facteurs-là s'inter-influencent, ils ne sont pas isolés, il ne faut pas les prendre de façon isolée. Le premier facteur identifié par les répondants, c'est leur constat, en tout cas leur perception, que parfois, il y a un manque d'intérêt ou de volonté de la part de certains parents d'accueil de participer à des formations. Donc, l'extrait souligne, c'est important de changer la culture, mais ce ne sera pas évident. Motiver les gens à développer leurs compétences, ce n'est pas évident, c'est un défi.
En même temps, ce défi-là, j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas le voir de façon isolée de la réalité plus large d'exercice du rôle de parent d'accueil. Vous allez voir que les autres facteurs viennent un peu nuancer cette idée. Est-ce que c'est une question de volonté ou c'est une question de conditions dans lesquelles les formations se déroulent? Donc, on a aussi constaté des différences entre les différents types de familles d'accueil. Hein, c'était notre objectif au départ. Vous savez qu'au Québec, on retrouve différents types de familles d'accueil. Donc, les familles d'accueil régulières, qui sont les familles d'accueil qu'on retrouve en plus grand nombre. Les familles d'accueil de proximité, hein, qui accueillent un enfant de leur réseau, donc de leur réseau familial ou du réseau de connaissances de la famille. Pour les familles d'accueil de proximité, hein, dans le discours des acteurs, on a bien senti cette idée que la formation n'est pas obligatoire et que, selon les acteurs rencontrés, beaucoup de ces parents d'accueil considèrent ne pas avoir besoin d'être formés parce que, dans le fond, ils ont un lien particulier ou significatif avec l'enfant qu'ils accueillent. En ce sens, cet extrait nous dit les formations ne sont pas obligatoires pour les familles d'accueil de proximité. C'est extrêmement problématique. C'est un représentant, une représentante du comité national qui nous dit ça. Souvent, ce sont des milieux un peu plus fragilisés. Ce sont des milieux qui ont vraiment besoin de plus de support et où la formation pourrait être très utile. Finalement, la dernière catégorie de parents d'accueil qui a été couverte dans le discours des acteurs, c'est les familles d'accueil banque mixte, qui sont des familles d'accueil à vocation adoptive. Dans ce cas-ci, ce que nous disent les répondants à la recherche, c'est que souvent, ils ont le constat, en tout cas, ils ont la perception que ces parents d'accueil vont aller se former ailleurs, dans d'autres contextes, vont aller eux-mêmes chercher des formations et qu'ils vont se sentir moins concernés par les formations offertes aux familles d'accueil parce que ce ne serait pas, selon les représentants qu'on a rencontrés, les répondants, leur premier, elles ne se considéreraient pas d'abord comme des parents d'accueil. Il y a un extrait qui souligne cet aspect. Donc, les ressources d'accueil d'adoption, c'est leur enfant. Elles vont suivre des formations, mais elles vont peut-être aller les chercher ailleurs, avec plus des psychologues, par exemple. C'est des gens qui veulent s'investir auprès de ces enfants-là différemment, souvent parce qu'ils considèrent comme leurs propres enfants. Donc, on voit bien, selon les acteurs rencontrés, que le regard sur l'importance de la formation peut être différent selon le type de famille d'accueil. Et je vous disais qu'au-delà de ces perceptions et de cette perception de la volonté ou du désir d'être formé, on doit aussi tenir compte de facteurs beaucoup plus larges, j'ai envie de dire beaucoup plus macro. Le premier étant les enjeux importants de conciliation travail-famille pour favoriser la participation des parents d'accueil. Hein, je vous rappelle qu'être parent d'accueil, c'est quelque chose qui se fait à temps plein, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que d'insérer une structure de formation à l'intérieur de cette réalité toute particulière, c'est un défi important. Ils nous ont aussi parlé du type de formation, hein, donc que les efforts de recrutement, que la mobilisation des parents d'accueil peut être fort différente selon les formations offertes. Donc, les efforts de recrutement et de suivi sont beaucoup plus soutenus pour toutes les formations qu'on dit obligatoires, donc les formations clinico-administratives. Donc, on a une nouvelle façon de faire qui est intéressante, hein, c'est de proposer à la signature de l'entente différentes formations, comme le règlement, la classification, le cadre de référence. Ce sont des incontournables. Lors de la signature de l'entente, on est déjà capable de proposer des dates. Donc, on voit bien ce souci d'intégrer très rapidement dans l'accueil des parents d'accueil ou des nouveaux parents d'accueil, ces formations-là que je vous disais qui arrivent en début de processus. Et on va vraiment mettre en place plein de mécanismes pour favoriser la participation des parents d'accueil. D'autres vont parler vraiment avec une belle image là, des formations dites arides, hein, qu'on va donner en premier. Et après ça, on va tenter de convaincre les parents d'accueil de venir faire les formations plus fun, comme le dit l'extrait suivant. Donc, je comprends le principe, hein, ils doivent connaître la loi, leur ci, leur ça. Personnellement, je leur dis toujours, c'est comme si tu faisais ta base secondaire, après ça, on s'en va au cégep et tu vas faire ce que tu aimes. Il arrive que des nouveaux ont des besoins particuliers déjà en partant. Là, on essaie de les insérer dans la formation dite plus le fun. Donc, cette idée de cursus de formation, de séquence de formation qui est liée aux besoins et aux réalités des familles d'accueil, vous allez voir que ça revient beaucoup dans le discours des acteurs. Marie-Pierre va vous en reparler dans quelques minutes. Un autre enjeu important, c'est le manque de renouvellement dans l'offre de formation. Hein, donc, comme on vous disait,
on va en discuter tout à l'heure, mais l'importance de faire la distinction entre la formation de départ, mais aussi les formations dites continues qui doivent s'intégrer dans la vie de la famille d'accueil. Toute l'importance pour favoriser la participation des parents d'accueil de faire du recrutement personnalisé. Hein? Donc, on a vu des exemples dans certaines régions où on allait vraiment aller vers les familles d'accueil pour identifier leurs besoins, pour leur suggérer individuellement, personnellement des formations. On voit que c'est un facteur qui a un impact positif sur le recrutement. Et la même chose sur la variation des modalités de formation. Hein, on va y revenir dans les recommandations pour l'amélioration, mais c'est clair qu'on a vu dans le discours des acteurs que lorsqu'on arrive à faire varier les lieux de formation, leur durée, le fait qu'elles soient parfois offertes en virtuel, mais aussi qui sont les formateurs et formatrices qui portent ces formations-là, a vraiment un impact sur le taux de participation. Donc, on aura la chance d'en reparler dans les pistes de solutions parce qu'on a invité les répondants à nous amener des solutions sur ces enjeux de participation. Je vais céder la parole à Marie-Pierre qui va poursuivre la présentation des résultats. Merci, Marie-André. Donc voilà, j'enchaîne avec le deuxième défi là, duquel nous ont parlé les acteurs qui ont participé à notre projet. Le deuxième qui concerne le fait d'offrir un plan de formation qui va répondre aux besoins des familles d'accueil. Puis, on a séparé ça, vous allez voir, là, on vous présente ce qui concerne le niveau local d'abord, puis ensuite, on va vous parler du niveau national. D'abord, peut-être pour revenir un petit peu sur les mandats, Véronique vous les a présentés de manière générale au début, mais là, on va revenir avec ce que les gens nous ont dit. Qu'est-ce qu'ils identifient comme les mandats là, dans le comité sur lequel ils siègent? Ce qui est ressorti au niveau local, les gens nous ont exprimé très clairement là, que, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau local dans la structure dans laquelle on navigue en ce moment. C'est là que ça se passe, l'identification des besoins de formation des parents d'accueil dans les aspects plus intervention, plus clinique. C'est vraiment là que ça se joue. Et c'est le comité local qui est vraiment responsable de développer le plan de formation d'abord, de le construire, puis ensuite de mettre en œuvre, de l'actualiser pendant l'année. Fait que c'est là que ça se passe. C'est vraiment au niveau local que se passent ces deux mandats-là, si on veut. Maintenant, pour le fait d'identifier les besoins de formation, ce qu'on a observé, c'est que ça se passait à géométrie variable selon les régions. Vous savez, au Québec, il y a des régions qui sont plus grandes, où il y a un grand bassin de familles d'accueil. Ces gens-là ont des fois plus de possibilités d'avoir plus de personnes qui siègent sur les comités locaux. Donc, ça vient faire une différence parce que ça fait qu'il y a plus de gens qui sont là, qui ont du temps pour aller sonder les besoins des parents d'accueil, pour développer des façons peut-être de faire des sondages. Dans les régions où c'est une ou deux personnes qui portent le comité local, c'est plus difficile de le faire. Il y a cet aspect-là, il y a des aspects de personnalité aussi. Il y a des gens qui, naturellement, sont extrêmement engagés dans le dossier de la formation puis qui s'y investissent beaucoup. Fait que ça crée un peu de disparité là, dans les régions sur les démarches qui sont faites pour sonder les besoins, pour identifier les besoins qui seraient plus particuliers aux gens de la région. Puis les sondages, ça peut être des fois des sondages papier qui sont avec une facturation que les gens renvoient, des sondages sur les réseaux sociaux comme sur des groupes Facebook fermés là, pour la région. Donc, c'est ce genre de type de démarches-là qui sont faites. Fait que ça peut être inégal un peu d'une région à l'autre. Une fois qu'ils ont fait cette démarche de réflexion, ce qu'on sentait aussi, c'est que les gens ils ont des critères quand même là, pour aller identifier ce qu'ils souhaitent mettre en place comme formation. Évidemment, la première chose, puis on l'a énoncé dès le début, c'est que ça s'inscrive dans les grandes orientations nationales de formation. Ça, on ne passe pas à côté. Par contre, s'il y a des formations qui sont à côté des orientations qui seraient un nouveau besoin qui émerge, par exemple, bien, il y a moyen là, d'aller discuter puis de voir est-ce que ce serait possible de rajouter dans les orientations nationales. Ce point-là, bien, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, il faut que ça s'inscrive dans les orientations. Il faut que ce soit un besoin qui est nommé par les parents d'accueil. Une des choses qui a été nommée de manière très soutenue là, par les gens qu'on a rencontrés, c'est le fait que ça doit être des contenus qui sont pratiques, qui sont vraiment adaptés au vécu des familles d'accueil, qui sont concrets. Puis ça passe souvent par des formateurs qui vont être terrain, ce que les gens nous ont dit, des formateurs terrain. Alors, je vous lis l'extrait là, pour illustrer ça. C'est une association, quelqu'un d'une association qui nous dit il n'y a pas d'école pour être famille d'accueil. Le fait qu'on apprend sur le tas, mais en ayant des formateurs qui sont terrain, ça donne une chance. Il faut que ce soit quelqu'un qui ne soit pas juste dans le livre, mais qui a été sur le plancher pour comprendre la ressource. Donc, ça, c'est quelque chose qui prend quand même beaucoup d'importance là, dans le choix des formations qui vont être proposées aux familles d'accueil. Et l'autre aspect qu'on observait, c'est bien,
décider des formations qui vont être au plan de formation, ça va dépendre des ressources qui sont disponibles dans la région. Dans les régions plus éloignées, ça pose des défis particuliers parce que des fois, on n'a pas les ressources, des formateurs sont plus dans les grands centres, donc faire venir les gens, c'est plus difficile. Des fois, il y a des formations aussi, on a vu, qui se développent un peu parallèlement sur des thématiques similaires. Des fois, parce que l'information non plus ne circule pas entre les associations, les grandes associations de familles d'accueil. Ce n'est pas nécessairement évident que toute cette information-là circule. Donc, des fois, il y aurait un besoin, mais on ne l'offre pas dans le plan de formation parce que les ressources ne sont pas disponibles. Alors, ici aussi, il y a comme une disparité régionale là, qu'on sentait là, qui était présente. Maintenant, toujours au niveau du plan de formation, on va aller voir un petit peu plus au niveau national qu'est-ce qui s'est dit. Encore une fois, pour reprendre le mandat, ce que les gens nous ont dit par rapport au mandat, c'est qu'au niveau national, le mandat de ce comité-là, en gros, c'est vraiment de venir valider les plans de formation qui vont être proposés par le local. Donc, au niveau local, ils font leur travail de faire le plan de formation. Ils l'envoient au national qui va venir dire oui, on l'accepte, non, on ne l'accepte pas. Le plus grand critère, ça va être de dire c'est conforme aux orientations nationales, c'est conforme à l'esprit de l'entente collective qu'on a signée. Donc, c'est un go, ça fonctionne. Des fois, comme je vous disais tantôt, quand il y a des propositions qui sont à l'extérieur des orientations qui devraient peut-être, aux yeux des comités locaux, être ajoutées dans les orientations nationales de formation, bien là, c'est le comité national qui va examiner ces propositions-là. Ils vont se pencher sur les propositions, puis ils vont se concerter, ils vont prendre une décision pour voir est-ce que oui ou non, on accepte d'intégrer cette nouvelle formation-là dans les orientations nationales. Fait que pour résumer ça, on peut dire que le comité national, finalement, est beaucoup plus réactif de ce qui se passe au local, puis que son travail, c'est vraiment d'assurer le respect des orientations nationales puis le respect de l'esprit des ententes collectives. Une chose qui ressortait dans les discours des acteurs, c'est intéressant de voir ça, c'est qu'au fil du temps, c'est comme si à l'usage, il y a un peu des créneaux qui se sont installés. Je vous lis l'extrait, vous allez comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par là. Donc, c'est quelqu'un du national qui nous dit, pour le ministère, c'est tout ce qui est côté de la loi, du cadre de référence, instruments de classification, formulaire incident-accident. Eux, ils les ont mis prioritaires parce que la famille d'accueil, il faut qu'elle soit au courant. Après, les associations ont demandé des formations qui étaient plus terrain, plus pour les ressources. C'est par ces formations-là qu'on va chercher la qualité de vie. Fait que ça, c'est intéressant parce que finalement, c'est comme si le ministère devient porteur là, des formations qui permettent de vraiment s'assurer que le cadre dans lequel on navigue soit bien connu des familles d'accueil, qu'on se donne les conditions pour qu'on puisse s'entendre sur les façons de base de travailler ensemble, sur le partenariat qui est en place. Puis c'est comme si puisque les ressources, les associations de familles d'accueil sont très proches de leurs membres, c'est eux qui ont fini par amener puis par devenir un peu les porte-parole des besoins plus cliniques que pouvaient avoir les familles d'accueil. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on observait à différents niveaux. Ça s'observait au national, puis c'est intéressant de voir qu'au local aussi, on le sentait. C'est un peu la même chose. Les établissements portaient vraiment les formations qui devaient obligatoirement être proposées chaque année, les cadres de référence et tout ça. Puis les associations finissaient par amener de leur côté, il y aurait besoin de ça, nos familles d'accueil. Voici peut-être TDAH, peut-être attachement. Donc, il y a une dynamique un peu comme ça qui se crée. Évidemment, ce n'est pas des absolus. Il y a des gens des établissements qui sont aussi très engagés dans les formations cliniques. Là, je veux dire, il y a une variation selon les régions, mais quand même, il y a quelque chose qui se dessinait de cet ordre-là. Si on revient à notre niveau national, les principes importants là, quand ils se penchent sur les plans de formation, le Comité national de concertation, c'est vraiment l'idée que ça doit être dans un respect des ententes collectives, puis pour tenir compte des disparités régionales. On va regarder l'extrait qui nous dit, quelqu'un au national qui nous dit, il faut permettre aux associations certaines distinctions en fonction des besoins. Parce que je comprends qu'il y a des besoins qui peuvent être les mêmes pour des jeunes en difficulté à la grandeur de la province de Québec, mais ça se pourrait qu'à Montréal, il y a un besoin plus grand par rapport à certains jeunes en particulier versus ceux qui sont en Abitibi. Donc ça, vraiment, le fait de respecter ce qui se passe dans chacune des régions puis d'en tenir compte, c'est quelque chose qui prenait une place importante là, dans le fonctionnement du Comité national de concertation. Finalement, peut-être pour venir à des aspects qu'on a observés à la fois au niveau local et national, il
il y a une chose qui nous a interpellés, qu'on a trouvé importante à soulever, comme s'il y avait quelque chose qui fonctionnait peut-être pour le choix des formations plus cliniques au niveau d'une question d'opportunité, pour faire le choix de quelle formation on va prioriser plutôt que d'autres. En fait, ici, j'allais dire, je vous lis l'extrait, mais on a ramené toutes sortes de petites, courtes phrases qu'on est allé chercher dans les entrevues où on sent cette question-là d'opportunité. Des gens qui nous disent « ça, c'est winner, celle-là, on y adhère, on l'aime ». Il y en a qui nous disent « ça dépend des saveurs de l'année ». Il y en a qui disent des fois, bon, c'est des défis d'attachement qui sont importants, des fois, c'est le jeune TDAH, ça dépend. On a vu passer quelque chose de super hot, on voulait remettre ça. C'est pas fou comme idée. Vous voyez le type de formulation que les gens utilisent. Ça nous parle d'opportunité, d'une formation qui serait émergente, qui serait particulièrement populaire ou appréciée des parents d'accueil. Puis ça, bien, ça vient être quelque chose qui est important pour décider quelle formation on va insérer dans les plans de formation. Ce n'est pas inintéressant parce qu'il y a certaines de ces formations-là qui, cliniquement, ont une grande valeur et qui sont extrêmement pertinentes là, pour les parents d'accueil, mais quand même, je pense que c'est important de le soulever que c'est quelque chose qui est présent dans le choix des formations. Puis c'est important d'autant plus quand on le met en parallèle avec l'extrait suivant, qui nous dit que, en fait, il y a un manque de temps sur les comités locaux pour faire une analyse qui est approfondie des besoins de formation puis des types de formation qu'il faudrait mettre en place. Je vous lis l'extrait qui vient d'un établissement. La personne nous dit « Je pense qu'il doit y avoir une analyse approfondie des besoins des parents d'accueil. » Cette analyse-là, j'ai commencé à la faire, pas juste une analyse basée sur un sondage qualitatif, mais davantage sur ce qui amène le déplacement des enfants. Il y a quelque chose vraiment à aller approfondir. C'est quoi les réels besoins de formation? C'est quoi les bonnes pratiques? Est-ce qu'on a la bonne approche? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous montre que des fois, il manque de temps au local pour faire vraiment ce travail-là. Puis, bon, il y a la question d'opportunité qui est là. Donc, peut-être, en tout cas, ça soulève des questions, puis on pourra en discuter à la fin avec le panel. Ça va être intéressant, je pense, de voir, bien, c'est quoi les mécanismes qu'on donne pour cibler vraiment, faire un bon choix au niveau des formations qu'on insère là, dans nos plans de formation. Ça nous amène au troisième défi, qui est le fait de composer avec la structure actuelle de formation. On trouve important de donner un espace à ça dans notre présentation évidemment parce que les acteurs nous en ont parlé, mais aussi, comme disait Véronique, la structure de la LRR, c'est assez unique. Hein? La structure qu'on a au Québec, ça n'existe nulle part ailleurs. Fait que je pense que de prendre le temps d'en parler puis d'y réfléchir, de voir quel impact la structure peut avoir sur la formation qui est offerte, bien, c'est intéressant de prendre le temps de s'y attarder. D'abord, les gens nous ont parlé dans la structure qui est là, d'un manque de ressources humaines. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti de manière assez importante, principalement sur les comités locaux de formation. Donc, je vous lis l'extrait qui vient d'un établissement, mais des associations nous en ont parlé vraiment là, tout autant. Quelqu'un qui nous dit « j'ai pas de personne dédiée à ça ». Alors, c'est quelque chose qu'on fait en surplus de la tâche et la tâche, elle est déjà pleine et entière. Ça ne marche pas. On n'a pas les capacités souhaitées pour gérer de la formation. Et il faut le dire, on parle de plusieurs centaines de ressources. Donc, on sent dans cet extra-là que c'est une tâche qui peut être très importante, assez lourde, mais que c'est ça. Il n'y a pas de personne qui est dédiée à ça. Dans d'autres extraits, des gens nous disaient, ben nous, on a fait le choix d'avoir une agente administrative dédiée à ça. Ça nous aide beaucoup. Ou d'autres qui nous disaient, à l'inverse, ben, c'est l'agente administrative qui le fait sur son heure de dîner entre deux affaires ou des phrases comme il faut trouver un intervenant ressource qui va être vraiment super motivé là, pour porter le volet de la formation. Puis s'il y a quelqu'un qui est vraiment motivé, là, ça marche. Fait que ça devient que ça pèse beaucoup sur des individus, puis on manque de temps finalement pour faire le travail qu'on voudrait faire, auquel on accorde une importance. Tout le monde reconnaît l'importance de la formation, mais c'est comme si on n'a pas les ressources pour bien le faire. Fait que ça, c'est un aspect qui est ressorti dans plusieurs régions. Un autre aspect qui est ressorti, qui est vraiment en lien avec la particularité de notre modèle québécois, là, si on peut dire, c'est le fait que la structure syndicale, dans le fond, peut, d'une certaine manière, comme venir évacuer des espaces de discussion clinique ou les rendre plus difficile d'aborder des discussions cliniques dans ces instances-là. Au local, ce qu'ils nous ont décrit, les gens, c'est que des fois, c'est les mêmes personnes dans le même comité qui vont parler des litiges. Donc, quand il y a une enquête sur une ressource puis que l'établissement de l'association ne s'entende pas, bien, on va parler sur le même comité du litige. Puis après ça, par exemple,
pour imager, là, on prend une pause, puis après ça, on parle de formation. Donc, ça crée des enjeux. Ce n'est pas simple parce que les litiges, évidemment, ça peut amener plus de discussions qui vont être davantage conflictuelles. Puis après ça, il faut avoir un partenariat qui est fort, qui est solide, où on se partage des tâches, on travaille ensemble pour la formation. Donc, ça, c'est quelque chose qui pouvait poser certains enjeux. Au national, ce qu'on nous a dit, entre autres, c'est que ce n'était pas à prime abord une table clinique. Tu sais, je vous l'ai décrit tantôt, à la table nationale, c'est une table qui était beaucoup plus réactive à ce qui se passe sur le local au niveau de la formation. Mais on a un extrait ici qui nous dit clairement que ce n'est pas à prime abord une table qui se veut clinique, si on veut. L'extrait dit ceci: le comité national, c'est vraiment un lieu pour échanger sur les ententes collectives. Donc, c'est un lieu pour interpréter, pour dénouer quand il y a des enjeux avec les établissements. Donc, ce n'est pas une table qui est à prime abord clinique. Donc, ça fait partie de la réalité dans laquelle on fonctionne. Et le troisième point, c'est le risque, puis vous avez vu, je l'ai saupoudré un peu dans l'autre défi qu'on vient de parler avant, le risque de disparité régionale. Il y a plein de petites choses qui font en sorte que d'une région à l'autre, on n'a pas la même offre de formation pour les familles d'accueil. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut soulever puis qu'il faut souligner, qui est quand même, je pense que ça vaut la peine de questionner cet aspect-là, dans le fond. Au local, ce qu'ils nous ont dit, c'est que la qualité du partenariat, puis le fait que les individus soient très engagés ou moins engagés, ça va avoir un impact sur les formations qui vont être offertes. Voici ce que nous dit l'extrait d'un représentant de l'Association de familles d'accueil. Il nous dit: notre association représente X régions, puis sur X régions, j'ai X façons de fonctionner qui sont complètement différentes. Comme je vous dis, il y a des régions qui vont être beaucoup plus créatives, où ça va vraiment bien, mais j'ai des régions où ça ne se passe pas. Ça fait vraiment partie des enjeux. Donc, ça, on voit ici, dans le fond, que ça peut varier là, au niveau local. Puis sur le national, ce qui est particulier, on l'a décrit tantôt, il y a 3 grandes associations de familles d'accueil et, dans le fond, finalement, il y a 3 grands comités qui vont s'occuper de la formation. Et ces comités-là vont être étanches pour pouvoir respecter correctement l'esprit des ententes collectives qui ont été signées. Donc, voici ce que ça donne. Quand on demande à quelqu'un du national, quand une formation pertinente est intégrée dans les orientations d'une association, est-ce que c'est transféré aux autres? Puis là, la réponse est la suivante: on ne peut pas imposer de formation aux autres comités. Par contre, on peut faire des recommandations. On est dans un lien de partenariat, on a convenu ensemble des ententes collectives, on doit s'assurer de respecter l'esprit dans lequel elles ont été négociées. Donc, ça veut dire que si une association négocie une formation nouvelle qui est particulièrement pertinente, ça ne sera pas transféré ailleurs nécessairement. Donc, ça se peut que certaines régions au Québec offrent la formation puis que d'autres régions ne l'offrent pas. On arrive en fin de parcours de notre présentation. Ça va bien ouvrir la discussion avec nos panélistes, je crois. Là, on va présenter les pistes d'action qui ont été proposées par les acteurs qu'on a rencontrés. Peut-être en 3 grands points. Il y a d'autres choses qui sont sorties. On vous présente ceux-là aujourd'hui. Ça va être intéressant d'amorcer la discussion par après. La première chose, les acteurs nous ont parlé de différentes façons de l'importance de mettre un effort pour développer une vision plus intégrée de la formation. Ils nous ont parlé de rendre les formations obligatoires. En ce moment, ce n'est pas le cas, puis c'est encore moins, j'oserais dire, pour les familles d'accueil de proximité qui ont certaines dérogations par rapport à la formation. Mais voici ce que nous dit l'extrait. Il dit, c'est quelqu'un d'un établissement qui me dit: je vais faire la comparaison avec un ordre professionnel. Je le vois exactement comme ça pour les familles d'accueil. Elles doivent travailler au niveau de leurs compétences, aussi en fonction de la clientèle qu'elles hébergent. Mais on ne peut pas le faire présentement parce qu'on est quasiment juste sur une base volontaire. Donc, ça, c'est un aspect qui a été soulevé. Un autre aspect, c'était l'idée d'avoir une formation pré-accueil. Donc, une formation avant que les familles d'accueil soient accréditées. Mais dans notre structure actuelle, il faut comprendre que ça pose un enjeu particulier parce que, on l'a dit au début, Véronique nous l'a dit, la formation, c'est comme intégré dans la structure syndicale, dans les structures de négociation syndicale. Puis, la formation pré-accueil, ça se passe avant que les gens soient accrédités, donc avant qu'ils soient représentés par une association de familles d'accueil. C'est comme si on a un morceau de formation qui est à l'extérieur de notre structure, puis ça pose un enjeu. L'extrait qu'on a soulevé l'illustre bien. C'est quelqu'un au national qui nous dit ceci, qui dit: au niveau canadien, on voit qu'il y a des formations qui doivent être faites avant l'arrivée de l'enfant. Du point de vue du Comité national de concertation, je trouve ça un peu embêtant. Je n'ose pas me prononcer non plus avec le contexte de négociation, mais c'est une question qui mérite réflexion. Donc, on sent bien ici, quand on vous parlait, là, que la structure syndicale, des fois, peut avoir un impact sur
les discussions plus cliniques qu'on pourrait avoir, bien ça, c'est un peu le cas ici. C'est comme si il y a une pudeur à prendre position parce que ça viendrait contrecarrer le processus de négociation qui est en place avec les associations de familles d'accueil. D'autres personnes nous ont parlé de formation en cours d'exercice. Donc, à l'an 1, l'an 2, l'an 3, quelle formation une famille d'accueil devrait suivre pour que tout le monde suive le même cursus en même temps. Marie-André l'énonçait tantôt, mais c'est quelque chose qui est ressorti dans les pistes de solutions. On nous a aussi parlé de l'importance de travailler mieux l'arrimage avec le soutien qui est apporté aux familles d'accueil, puis avec le mécanisme de contrôle de la qualité qui est en place. L'extrait dit ceci: il faudrait qu'il y ait une instance qui fasse un suivi, un rappel, voir où est-ce que c'en est l'appropriation. Je pense que tout le monde serait gagnant puis que les ressources se sentiraient mieux épaulées. La formation, ce n'est pas juste une vidéo qu'ils ont écoutée. Il faut vraiment que ça colle. Il faut une pratique différente qui en ressorte. Puis ça, c'est très intéressant parce que quand on s'intéresse à ce qu'on connaît, aux connaissances qui ont été développées en pédagogie, en andragogie, on le voit ça. Si on veut vraiment générer un changement de pratique, il faut avoir des modalités dans lesquelles on offre la formation qui vont être assez fortes là, pour venir générer un changement. Donc, ça, c'est quelque chose qui va clairement être à réfléchir, là, de bien utiliser ce qu'on connaît au niveau de la pédagogie pour arriver aux objectifs qu'on veut atteindre avec les familles d'accueil, puis de faire le lien avec le soutien professionnel. Le deuxième point qu'ils nous ont dit, on en parle depuis le tout début de la présentation, mais c'est l'importance de continuer à prendre en compte que c'est des parents. Donc, de tenir en compte la conciliation travail-famille, de s'assurer que la formation, c'est aussi un espace de ressourcement puis de reconnaissance. Il faut utiliser ces espaces-là de cette façon-là. Pour les acteurs, c'est vraiment un incontournable. Puis avoir des formations qui sont adaptées, peut-être un peu moins théoriques, mais davantage pratiques. Fait que cette idée-là là, de double rôle du parent d'accueil qui est à la fois, qu'on lui demande à la fois de jouer un rôle un peu de professionnel, d'intervenant, si on peut dire, mais qui, au quotidien, est avant tout un parent dans sa propre maison, dans son intimité. On ne peut pas l'écarter. Quand on réfléchit à la formation, il va falloir tenir compte de ces aspects-là. On en tient compte en ce moment, mais continuer d'en tenir compte dans la réflexion. Puis, au niveau de la structure, vraiment, l'idée d'avoir des ressources dédiées à la formation, surtout au niveau local, c'est quelque chose qui est ressorti fortement aussi là, pour donner aux gens les moyens de leurs ambitions finalement, là, pour offrir des planifications de formation qui sont intéressantes, qui sont bien adaptées aux besoins des familles d'accueil. Donc, ça fait le tour de ce qu'on vous présente aujourd'hui sur les pistes d'action proposées. On arrive à notre période d'échange. À notre table ronde avec nos invités. Je redonne la parole à Marie-André pour animer la suite. Merci beaucoup, Marie-Pierre et Véronique, pour cette présentation. Donc, je vous rappelle qu'on va ouvrir une période de discussion avec nos 3 panélistes, donc Nathalie, Jean-François et Mathieu. On leur a soulevé avant la présentation 3 questions. Je vous les présente, puis après, on va les aborder parce que ça va nous permettre de retirer la présentation PowerPoint pour voir les visages des gens qui vont vous parler. Donc, on va discuter avec eux autour de 3 questions. Vous pourrez participer à l'échange avec le mode conversé et je pourrai intégrer vos commentaires à cet échange-là. Donc, la première question à partir de laquelle on veut discuter avec eux, réfléchir avec eux, c'est, à leur avis, pourquoi le Québec devrait-il mettre la formation des familles d'accueil au cœur de ses priorités? Quelles pistes d'action devraient être priorisées pour relever ce défi collectif qu'est la formation des familles d'accueil? Et finalement, on a identifié des pistes tout à l'heure, mais on voulait aller un peu plus loin avec eux sur quelles sont les meilleures pistes pour tenir compte du fait que les familles d'accueil doivent développer des compétences, mais qu'elles demeurent des parents au quotidien. Donc, l'enjeu que Marie-Pierre vient de vous présenter. Donc, on va arrêter la présentation pour que vous puissiez voir les visages de nos panélistes pendant la période de discussion. Donc, je vais leur donner la parole à tous. Bon, si on était dans une vraie table, là, ce serait beaucoup plus informel, mais là, je vais devoir vous nommer, je suis désolée, parce que sinon, là, on ne saura pas qui doit parler. Donc, si on prend quelques minutes, là, un tour de table, peut-être de 2-3 minutes chacun, pour répondre à la première question, c'est pourquoi la formation des familles d'accueil devrait être une priorité chez nous. Monsieur Bolduc, ça vous va? Je vais y aller avec Monsieur Bolduc, Monsieur Rioux et Mme Pilot-Bossian dans un premier temps, puis je changerai l'ordre après si ça vous va. En fait, je pense qu'au niveau de l'association, on pense que la priorité d'une formation au niveau des familles d'accueil est super importante parce qu'on est du jour au lendemain, on va avoir un petit coco ou une petite cocotte qui va arriver avec des problématiques X, des problématiques qu'on va apprendre sur le tas. On va apprendre au fil du temps, avoir une offre de formation qui va permettre de comprendre ce petit coco, cette petite cocotte-là, ça va
souvent lui permettre de pouvoir se déposer, de se calmer et d'intégrer une société un peu plus adéquatement que dans laquelle elle est en ce moment. Tu sais, ça reste des petits cocos qui, malgré leur jeune âge, ont une trop souvent trop grosse valise de vie en arrière d'eux. Fait que souvent, c'est difficile d'arrimer certaines notions très basiques. On peut parler de juste manger avec un ustensile, mais si on est chamboulé par tout ce qu'on vient de vivre pour des situations X, Y, Z, tu sais, je suis retiré de ma famille pendant la nuit avec un monsieur policier. Ma maman est en crise. Fait que c'est sûr que j'ai de la misère à comprendre par la suite. Fait que c'est vraiment de mettre l'emphase sur la formation au niveau des familles d'accueil, c'est mettre l'emphase, en fait, sur le service qu'on va offrir à ces enfants qui en ont besoin, là. Merci beaucoup, M. Bolduc. M. Rio, on poursuit sur cette lancée. Pourquoi ça devrait être une priorité chez nous de former nos familles d'accueil? Bien, moi, personnellement, je pense que, étant famille d'accueil moi-même, là, depuis presque 18 ans maintenant, je pense que c'est un mal nécessaire. Parce que moi, je pourrais vous dire qu'en 18 ans, la clientèle que je recevais à mes débuts versus qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, c'est comme dans tout, ça évolue, ça se transforme, ça change. On doit s'adapter. Puis, veut pas, il y a des projets de recherche à un moment donné où on rencontre de nouvelles approches, on doit rester à l'affût. Puis, je pense que pour les familles d'accueil au quotidien qui sont avec ces jeunes-là, ben, c'est important. Puis, je pense qu'à un moment donné, la formation est un peu sous-estimée. À plusieurs niveaux, sur plusieurs paliers. Alors, sans nécessairement revenir à, comme moi j'avais à mon époque, là, une formation collégiale, parce que je pense qu'à un moment donné, pour certains, ça pourrait être quelque chose qui deviendrait peut-être un dissuasif de devenir famille d'accueil, mais je pense qu'il y aurait moyen avec les associations et les établissements qu'on puisse faire. Nous, ça fait longtemps qu'on dit de dire on peut faire un genre de programme où ce qu'on va accompagner les ressources, les préparer. Parce que vous savez, un parent biologique qui a son enfant, qui vient au monde, va évoluer avec son enfant, puis au fur et à mesure, va aller chercher l'aide nécessaire selon les besoins. Nous, bien souvent, dans le concret de la vie, il nous appelle à 10 h le matin, puis à 3h30, il est chez nous, puis tu prends le bagage qui vient avec. Fait que souvent, c'est ça. Fait que je pense, c'est une de ces raisons-là. C'est vraiment, puis toujours se centrer sur le besoin de nos jeunes. C'est vraiment ça, c'est notre travail. Fait que c'est pour ça que c'est important de prioriser d'une certaine façon la formation, là. Je voulais juste aussi faire une petite parenthèse, juste vous dire que l'IDC et le cadre de référence n'est pas nécessairement obligatoire, mais va être fortement recommandé. Okay. Merci pour la nuance, parce que c'est vrai que la seule formation obligatoire, on l'a dit, c'est la réanimation. Donc, les autres, nous, on dit dites obligatoires, là, mais dans le fond, qui sont fortement recommandées. Merci beaucoup. Vous avez tous les deux insisté sur l'importance de former les parents d'accueil pour répondre aux besoins des enfants que vous accueillez, ce souci que vous avez de la qualité des services offerts aux enfants, cette idée de rester à l'affût des nouvelles connaissances qui sont développées dans le champ de l'accueil familial. Nathalie, on poursuit... Oui, je ne réinventerai pas la roue. Je me colle à ce que M. Bolduc et M. Rio ont dit. C'est certain que ce qu'on dit, c'est que la protection de la jeunesse, c'est l'affaire de tous. C'est un devoir de société. Et pour être capable d'aider ces gens-là qui viennent en aide et qui accueillent ces enfants-là chez eux, mais on a besoin d'être là pour les soutenir. Et le soutien vient en plusieurs formes, que ce soit par l'intervenant ou que ce soit par la formation. C'est une forme de soutien. Les parents d'accueil souvent aussi nourrissent un projet d'accueillir un enfant chez eux. Et comme M. Bolduc le disait, parfois, entre le projet qu'on a nourri, qu'on a visualisé et la réalité de ce que ça veut dire être parent d'accueil, il y a un très grand écart. Et c'est ce que les familles d'accueil, surtout les nouvelles, nous disent que c'est pas ça que je pensais être famille d'accueil. Donc, avoir des outils supplémentaires comme des formations qui viennent répondre. Vous parliez tout à l'heure de formations cliniques, des formations qui viennent répondre justement à cet écart-là, à ce besoin de mieux comprendre, d'être mieux accompagné. Je trouve que
c'est important qu'on puisse s'y adresser. Et puis, bien évidemment, il y a aussi le fait que la formation, comme vous le disiez dans votre présentation, elle est bonne pour toutes, à tous les niveaux, peu importe que ça soit sur le plan personnel, sur le plan professionnel, et les familles d'accueil ne font pas exception à cette règle-là. Merci beaucoup pour ce premier tour de réponse. C'est extrêmement inspirant. Je vous invite à soulever les questions sur le mode de converser ou le chat en bon français pour la poursuite. Madame Pilobossian, je vais continuer avec vous pour inverser mon tour de parole là, cette fois-ci. À votre connaissance, c'est quoi les pistes d'action selon vous qui devraient être priorisées pour qu'on relève ce défi de la formation? Il y en a qui ont été soulevées dans notre présentation. Donc, est-ce qu'elles font du sens? Est-ce que vous avez envie par votre expérience, votre expertise d'en ajouter d'autres? Donc, Mme Pilobossian, est-ce qu'on peut commencer par vous? Votre micro. Oui, merci. Après près de 2 ans de pandémie, toujours le micro allumé, fermé. Donc, les pistes d'action qui devraient être priorisées, c'est certain que, je parlais de mon établissement, nous, on a un comité local de formation qui est séparé du CLC. Je comprends très bien l'enjeu que vous avez apporté tout à l'heure en disant qu'effectivement, on porte des chapeaux, on enlève le chapeau, on est en train de parler de litige et après ça, on doit être tout est beau et puis on parle de formation et comment soutenir. Donc, je crois que honnêtement, le CLF, c'est une bonne façon de répondre aux besoins de formation parce que ça nous permet vraiment de mettre toute notre énergie sur qu'est-ce qu'on fait, comment on vient soutenir nos familles d'accueil. Moi, je pense que le CLF, c'est vraiment une bonne piste. Elle est déjà présente, je pense, dans plusieurs régions. Je comprends que ce n'est pas peut-être généralisé partout, mais c'est une bonne piste à continuer, je pense, le CLF. Merci beaucoup. Monsieur Rio? Bien, écoutez, on est bien rendu à la deuxième question. Hein? Oui. Bon. Vous nous suivez? Écoutez, moi, je vais aller un peu dans le même sens. J'abonde un peu dans le même sens, puis on ne réinventera pas la roue là, non plus, là, dans le même sens que Mme Nathalie. C'est sûr que les CLF, effectivement, c'est quelque chose qui doit rester, qui doit demeurer. Effectivement, là, bon, des fois, il faut comprendre qu'au niveau des CLF, des fois, on va demander à des ressources qui veulent bien s'impliquer, de dire au CLF d'avoir un comité local de formation, ça prend des ressources aussi qui vont vouloir s'impliquer souvent sur une base volontaire. Fait qu'il faut comprendre la réalité aussi des ressources là, avec les cocos à la maison et tout et tout. Mais moi, personnellement, étant le coordonnateur de la fédération au niveau national, et non pas local, mais national. Je suis le répondant ministériel, puis je vous dirais qu'une des choses qu'on doit développer aussi, c'est un sens peut-être un petit peu de la responsabilisation, je vous dirais, dans le sens qu'à un moment donné, les établissements doivent se responsabiliser, mais les fédérations et les associations aussi, dans le sens que on comprend le rôle syndical. Là. Tantôt, je vous ai dit, il y a juste le RCR qui est obligatoire. Théoriquement, c'est vrai. Mais nous, on va souvent tenir un discours de dire, au lieu de dire non, tu n'es pas obligé, il faut vraiment, nous aussi, en tant que fédération et association, se responsabiliser là-dedans. Un peu prendre le taureau par les cornes. Moi, je dis tout le temps, oui, OK, on a des accréditations syndicales, mais on est quand même des accréditations syndicales, si je peux dire, d'exception, dans le sens qu'on représente des familles d'accueil qui sont à l'enfance, on ne gère pas des business, on ne gère pas des compagnies, puis encore moins une usine de Paparman. Fait que faut vraiment avoir ce souci-là peut-être un peu plus humain, puis de faire comprendre certaines responsabilités aux ressources. Puis nous, en tout cas, c'est un mandat à la FARIC qu'on se donne de mettre un focus là-dessus. On a mis des moyens en place, que ce soit par la pandémie ou quoi que ce soit. On a amené des nouveautés justement pour essayer de développer un partenariat avec les établissements, les intégrer à nous, puis faire quelque chose de bien. Puis je vous dirais je pense qu'on est sur la bonne voie, mais effectivement, je pense que les deux côtés doivent se responsabiliser puis trouver des façons d'aller solliciter nos ressources, s'adapter aussi à leur quotidien. Merci beaucoup. Monsieur Bolduc, si on poursuit sur cette deuxième question, sur les pistes qu'on devrait prioriser.
chaque acteur qui va travailler, dans le fond, avec les familles d'accueil, je parle de l'établissement, des associations et de la famille d'accueil elle-même, je pense qu'ils ont un sens de responsabilité. Tu sais, l'établissement avec leur CLF pour écouter les besoins des familles d'accueil, les besoins emmenés par l'association. L'association a un besoin aussi quand sa famille d'accueil l'appelle parce qu'elle vit une situation X, Y, Z, de l'orienter. Mais je pense aussi qu'un acteur important qui est souvent peu utilisé dans ce domaine-là parce qu'il est très débordé dans d'autres domaines, mais l'intervenant qualité de la ressource aussi, qui écoute le besoin, la détresse souvent d'une ressource, est capable, avec un recul, de dire à sa ressource, regarde, telle date, tel jour, telle heure, il y a ça qui va pouvoir t'aider. Et je pense que tous ces acteurs-là, ils doivent vraiment travailler d'un commun accord pour que l'enfant en avant de nous soit encore une fois placé en priorité. Là, il n'y a pas personne qui suit une formation pour le fun. On suit une formation parce qu'on a besoin pour notre travail, pour vivre dans la vie. C'est vraiment ça qu'on doit garder en tête, que tous les acteurs doivent être mis à l'avant et utilisés malheureusement ou heureusement, tout dépendant du sens qu'on va prendre, mais toutes les personnes nécessaires pour justement cibler nos familles d'accueil à suivre des formations, mais souvent plus spécifiques. On parle de formation obligatoire, mais une formation obligatoire qui est très peu, qui est souvent oubliée, mais je vais parler de la MAPAC pour les ressources qui ont 4 enfants et plus. C'est sûr que c'est une formation qui est obligatoire par le ministère de l'Hygiène et Salubrité alimentaire, mais encore, il faut que ça soit discuté. Fait qu'il y a plein de petites situations que si on n'analyse pas l'association avec les CLF ou les établissements, l'offre de formation du ministère qui doit vraiment être mise à l'avant. Merci beaucoup. En fait, vos réponses collent vraiment avec le titre de notre présentation parce que vous avez tous parlé d'efforts collectifs, hein, comment conjointement on doit arriver à cette réflexion-là pour offrir une formation qui répond aux besoins des enfants. Marie-Pierre, tu voulais te glisser dans la conversation, tu es la bienvenue. Ben oui, j'ai osé parce que je trouve ça intéressant ce que M. Bolduc apporte à propos des intervenants qualité. Peut-être amener un peu ce qu'on a entendu dans les entrevues qu'on a faites à ce propos-là. Ce qu'il faut comprendre, en tout cas, ce qu'on a compris des propos des gens, c'est que c'était vraiment différent dans les établissements, la manière dont s'actualise ce rôle-là d'intervenant qualité. Il y en a qui les appellent encore les intervenants ressources puis qui ont un rôle qui est encore plus au niveau du soutien à la ressource. Il y en a qui sont vraiment plus dans une optique de contrôle de la qualité où ils sont plus dans une intervention où quand on constate un écart de qualité, bien, on intervient. Donc, ce n'est pas pareil. Ça, je pense que c'est important de le souligner. Mais ce que les gens nous ont dit, c'est que quand l'effort de démarchage auprès des familles d'accueil pour la formation était fait à la fois par des gens de l'association et par des gens de l'établissement, notamment les intervenants ressources ou les intervenants qualité, c'est extrêmement porteur pour la formation, puis que ça avait un impact vraiment sur les taux de participation aussi, parce que là, on était capable, comme vous dites, d'aller cibler des formations qui étaient plus adaptées pour la famille d'accueil dont elle avait réellement besoin, puis d'aider la famille d'accueil à voir toute la pertinence de la formation pour ce qu'elle vit au quotidien. Donc, ce travail-là concerté entre les intervenants ressources ou qualité, leur donner, je pense, les moyens de jouer ce rôle-là, parce qu'il y a des ressources où les intervenants qualité ont une centaine de dossiers de famille d'accueil. Peut-être que j'exagère, mais c'est vraiment beaucoup parce qu'ils interviennent dans les situations où il y a des écarts de qualité. Donc ça, si on leur donne ce mandat-là puis on leur permet de bien jouer, en tout cas, ce qu'on a vu dans les entrevues, c'est que pour la participation en formation, ça avait un impact super intéressant. Nathalie? Oui, j'aimerais faire du pouce sur ce que Marie-Pierre vient de dire. Effectivement, si ça vient de tous les côtés, l'importance de la formation, et ce n'est pas perçu comme une obligation où moi, j'ai besoin de remplir 20 participants pour être capable de démarrer la formation, je pense qu'on aurait une plus grande adhésion de la part des membres familles d'accueil aux formations. Et puis, avec le taux de participation des formations qui est très fluctuant, je pense que c'est aussi facile de baisser les bras et dire ils ne sont juste pas intéressés. Comme vous disiez tout à l'heure, sur la liste des priorités, la formation viendrait en dernier parce qu'on se dit, ils sont déjà pas intéressés. C'est beaucoup de démarches pour les personnes qui s'impliquent dans ces comités-là pour mettre tout ça en place. Donc, je pense qu'il faut toujours se rappeler l'importance et la façon de prioriser les formations. Et puis, il faut aller
aussi prendre le pouls du terrain. Quand je parle du terrain, c'est les familles d'accueil, ce sont les intendants qualité. Et puis, il y a des comités. Le CLF, c'est un comité consultatif. On se dit, mais il faut que chacun de son côté aille voir les membres, le personnel, pour voir, bon, c'est quoi les difficultés que vous constatez ou c'est quoi les difficultés que vous vivez, parce que le plus de voix qu'on aura, mais ça pourra nous aider à peut-être cibler d'autres types de formations, parce qu'on peut penser que la formation ABC viendrait répondre, mais finalement, c'est la formation DEF auquel on n'aurait peut-être pas pensé offrir. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si... Oui, Oui, M. Rio? Écoutez, je suis vraiment... Je suis vraiment à la même place. Puis, vous savez, bon, effectivement, d'une région à l'autre, moi-même, là, d'une région à l'autre, on a des intervenants dits qualité. On a des intervenants qui vont avoir un mandat plus ressources. Puis ça, écoutez, ce n'est pas vraiment la faute des établissements. Déjà là, je pense qu'un coup qu'on aura clarifié, parce que déjà, ça fait déjà presque 10 ans qu'on attend le fameux programme contrôle qualité du ministère, qui est encore en projet pilote, entre autres, dans une de mes régions en Mauricie. Mais pour vraiment venir définir c'est quoi le contrôle qualité, fait que, tu sais, les régions s'adaptent, tu sais, puis autant des fois les familles d'accueil que les établissements, veut pas, on est un peu, il faut comprendre que le ministère nous descend des grandes lignes, puis après ça, va nous laisser un peu s'adapter puis interpréter comme on le veut bien. Fait que c'est pour ça que moi, je me dis, et à un moment donné, ben oui, je pense qu'il faut, pour le bien-être des usagers, pour le bien-être de nos jeunes, il faut arrêter de se regarder le nombril. Puis moi, j'ai toujours dit, il faut changer de casquette. Tu sais, j'ai une casquette, oui, de coordonnateur provincial, mais quand c'est le temps de me centrer sur les besoins, soyons créatifs, puis soyons à développer des façons pour aller chercher nos familles d'accueil. Qu'on parle de planifier selon des horaires aussi. Il faut comprendre que souvent, c'est les établissements qui vont diffuser, qui vont dispenser ces formations-là. Mais il faut comprendre que ces intervenants-là, à même l'établissement, ont des vies, ont des enfants. Ça ne lui tente pas nécessairement d'aller s'asseoir puis donner une formation. Je le sais, je suis formateur en IDC moi-même. Puis aller donner une formation de 8 heures en IDC un samedi, bien, je vous confirme que j'ai vu des formations qui sont un peu plus palpitantes puis un peu plus drôles. Mais c'est tout ça. Je pense que c'est vraiment, il y a une façon de voir puis une façon de penser. Moi, j'ai des établissements qui sont hyper créatifs avec les comités régionaux, puis ça roule. Puis j'ai des régions qui sont plus nombreuses, c'est plus difficile. Le taux de participation est dur. Effectivement, c'est un gros pot de choses qu'il va falloir démêler. Puis des fois, bien, le manque d'effectifs aussi dans les établissements. Vous comprendrez que la pénurie de main-d'œuvre est pour tout le monde. C'est une réalité qui nous touche tous. On parle de donner une formation aux nouvelles ressources. Bien, sachez qu'en ce moment, dans la majorité de mes territoires, il y a des manques de place. Les gens, le parc de ressources est comme comblé complet. Alors, l'accréditation des ressources prend déjà un temps d'évaluation. Fait qu'imaginez s'il faut en plus qu'on ait un temps que le faire suivre une formation de X temps. Fait que c'est sûr que des fois, les établissements doivent mettre les bouchées doubles pour évaluer plus vite, mais s'il faut qu'on rajoute. Fait que c'est tout ça que je pense qu'à un moment donné, même nous, en tant que fédération, on a de la misère à récupérer ça puis mettre les nouvelles familles d'accueil au parfum. On a vraiment une conjoncture en ce moment assez particulière. Merci beaucoup. Je ne sais pas, M. Bolduc, si vous vouliez ajouter quelque chose. Sinon, il y a 2 questions, interventions dans le chat sur lesquelles j'attirais notre attention. Bon, il y a quelqu'un qui nous dit... oui, excusez-moi, M. Bolduc, à vous. Ben, en fait, c'est parce que je pense qu'on a comme switché, désolé l'anglicisme, mais sur la dernière question, mais dans les pistes d'action là, à apporter, je pense que ce n'est pas une piste d'action, mais c'est d'être toujours à l'affût. On a une offre de formation qui peut fonctionner pendant 5-6 ans, puis elle arrête de fonctionner. C'est peut-être pas la formation qui est plus bonne, mais le contenu qui est moins adapté. Donc, de garder la même formation. On s'entend qu'un conflit de loyauté, c'est un conflit de loyauté. Sauf un conflit de loyauté avec la génération X et le conflit de loyauté avec la génération Y et versus la génération que je vais appeler roi maintenant. C'est autre chose. Fait que je pense qu'on doit garder nos valeurs gagnantes, mais les revamper au goût du jour, sans oublier les nouvelles formations. Avec l'établissement ici à Montréal, on a
dû à tout ce qui se passe. Un peu avant la pandémie, on a mis une formation qui s'appelait Éducation sexuelle chez les jeunes placés. C'est une formation qui a été plus que populaire. On a été obligé de faire 2 groupes. Pour une nouvelle formation, c'était quand même du jamais vu. Une nouvelle formation de 2 jours, on est obligé d'ouvrir des groupes supplémentaires. Fait que je pense qu'on doit innover. Autant que les associations, que les fédérations, que les établissements, on doit être à l'écoute des besoins de nos membres, de nos gens, de nos familles d'accueil pour justement, encore, je vais le redire et je me répète, je m'excuse, mais tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour un bien-être commun, un bien-être d'un enfant qui a une valise trop chargée pour son très jeune âge. Merci beaucoup. Vous nous avez ramené à notre dernière question et c'était un peu la question que je voulais soulever dans le chat qui nous ramenait. Là, vous n'êtes pas seul à vouloir nous ramener. Il y a quelqu'un qui voulait nous ramener aussi en disant, est-ce que vous avez des idées d'éléments très concrets pour travailler cet enjeu de conciliation travail-famille, c'est-à-dire le fait que ces familles d'accueil-là, c'est un travail quotidien extrêmement exigeant. Comment on fait pour favoriser leur participation à des formations? Dans les entrevues, nous, on a entendu des parents d'accueil qui nous disaient que, bon, les formations à distance pendant la pandémie avaient été un aspect intéressant, qui avait permis une certaine conciliation, des horaires beaucoup plus flexibles de formation, de départager un contenu de formation qui peuvent être intégrés seuls à partir de... mais après, on vient chercher de l'information supplémentaire, donc de ventiler un peu les durées des formations, parce que ce n'est pas évident pour un parent d'accueil de libérer un 6 heures, 7 heures dans une semaine. Donc, nous, c'est des suggestions dans la recherche qu'on a entendue. Est-ce que vous en avez d'autres sur cette troisième question, sur comment on développe les compétences de nos parents d'accueil tout en n'oubliant pas que ce sont avant tout des parents? Nathalie, puis M. Rio, après, ça vous va? Oui, il n'y a pas de problème. Mais tout ce que vous avez dit, ce sont de bonnes idées. Je pense que il faut être flexible, comme M. Bolduc disait, il faut être flexible, il faut être à l'écoute. Nous, on a fait des formations de jour, on en a fait de soir, on en a fait le week-end, on en fait en virtuel, on en fait en présentiel. Tout dépend de ce qu'on entend que les familles d'accueil souhaitent. C'est certain que, dépendamment des régions, le nombre de familles d'accueil est différent aussi. On ne peut pas toujours répondre à toutes les demandes et tous les besoins. C'est certain que pour certains, ça ne viendra pas répondre à leurs besoins. Pour d'autres, oui. On a des formations qui se font en mode hybride, une partie en présentiel, une partie en virtuel. On a fait certaines formations dans les locaux de l'établissement, d'autres formations dans les locaux de l'association, parce qu'on s'est dit, peut-être qu'il y a des familles d'accueil qui se sentiraient plus à l'aise d'aller dans un endroit ou dans l'autre. Mais je pense aussi, par exemple, je pense à votre, je pense aussi à la plateforme ENA, par exemple, où on peut enregistrer des formations et que les gens peuvent le faire à leur rythme au moment qui leur convient. C'est pas quelque chose auquel on a pensé, en tout cas nous, dans notre région actuellement, mais je me dirais peut-être que ça pourrait être une piste qu'on peut aller explorer en se disant, on peut trouver une formule qui fait en sorte que comme il n'y a pas d'interaction sur la plateforme ENA, parce que c'est pas un groupe... on pourrait faire des questions à la fin de chaque module, ce qui fera en sorte qu'on s'assure quand même de l'intégration des apprentissages des familles d'accueil par rapport au sujet qui est traité. Et puis, cette personne-là pourra le faire le jour, le soir, le week-end, dépendamment de son horaire comme parent d'accueil, comme travailleur, comme il voit bon. Voilà. Merci. Monsieur Rio? Ben, écoutez, un peu pour faire du pouce sur mes collègues, effectivement, l'innovation. Puis je pense que l'innovation, la réalité de la pandémie nous a confrontés à ça quand même assez rapidement, nous a toutes pogné les culottes à terre en bon québécois. Puis c'est venu répondre, en tout cas, l'innovation. Nous, on a fait que, je vous dirais, depuis octobre cette année, ça faisait déjà 1 an qu'on travaillait sur le projet. Madame Nathalie parlait de la plateforme ENA. On s'est inspiré un peu du projet. Par contre, on a vraiment, nous, à la Fédération, là, développé ce qu'on appelle là, une plateforme FARIC. Ça s'appelle Votre Espace FARIC pour nos membres, nos ressources, où ce que un genre de guichet unique. C'est une plateforme très interactive, ou un peu sur le modèle ENA au niveau des formations, mais qu'on est venu adapter à la sauce famille d'accueil jeunesse, si on veut, où on a décidé de mettre ça en place
au niveau des formations, sous divers types. Là, on a des formations qui sont en classe synchrone, on a des formations qui sont en classe asynchrone et ainsi de suite. Puis la plateforme est vraiment faite qu'avec la collaboration des établissements, au niveau de l'échange d'informations, au niveau des inscriptions, des participations, que ce soit... on est en train de travailler avec les établissements pour pouvoir enregistrer une formation, exemple, sur l'IDC avec des formateurs de l'établissement qui pourront être diffusés via nos plateformes. On a vraiment, via cette plateforme-là aussi, fait un espace. Et puis éventuellement, elle va se peaufiner, c'est quand même nouveau, mais elle va se peaufiner, elle va se meubler, puis elle va se rendre un peu plus conviviale. On va pouvoir encore plus mettre de liens et de partenariats avec les établissements pour aller chercher la réalité. Fait qu'une famille d'accueil qui a une formation de 4 heures à faire, mais qui n'a pas nécessairement le temps de s'asseoir 4 heures devant un écran, bien, théoriquement, si elle apprend en classe asynchrone puis qu'elle a la chance de n'écouter seulement une demi-heure ce soir puis une autre demi-heure demain, bien, le cumul de ça, un coup qu'on va s'assurer qu'elle l'a vraiment fait, la plateforme génère tout ça via des logiciels. Demandez-moi pas le nom, je ne le sais pas, je ne suis pas informaticien. J'ai une chargée de projet qui s'occupe de ça. Mais que la plateforme va reconnaître que la ressource l'a faite, va générer une attestation qui, à ce moment-là, est déjà acheminée aux établissements pour le maintien là, de dossier et tout. Fait que c'est vraiment... pour nous, c'est facilitant parce qu'en plus, on avait le taux en présentiel qui, des fois, était selon les régions. Vous comprendrez que nous, on avait une réalité comme en Gaspésie-les-Îles, où on a à peu près 120 ressources, mais sur un territoire qui est très grand. Mm-hmm. Puis 120 ressources qui sont autant anglophones que francophones. Fait que nous, c'est un mot d'ordre qu'on s'est donné. Toutes les formations sur notre plateforme sont dans les 2 langues. La plateforme est dans les 2 langues. Tous les documents sont dans les 2 langues. Fait que la plateforme vient regrouper toutes nos régions, que ce soit anglais, français. On a essayé de mettre les frontières de côté. Fait que ça fait que les groupes sont plus nombreux, on est plus convivial, les formateurs sont mieux... sont plus dynamiques parce qu'il y a une différence entre avoir 2 personnes d'une salle puis... ou 50. Je vais être obligée de vous couper. Marie a levé sa main. Mais ce que j'entends de la part des 3 intervenants, c'est vraiment cette idée de la flexibilité. M. Bolduc, vous l'avez nommé, Nathalie aussi. M. Rioux, vous avez rajouté, s'ajuster, être flexible, être innovant. Marie, je te donne la parole. Ben, oui, vas-y, puis je ferai peut-être, là, déjà, on arrive au mois de la fin, je ferai peut-être un petit retour sur une intervention. Ben, il y en a plusieurs, là, et de longues interventions, vous m'excuserez, des fois, c'est plus difficile de les lire. Mais Marie, je te donne la parole, puis après, j'arrive avec un petit mot de conclusion. Absolument. Merci. J'avais juste envie de rebondir sur cette idée, là, cette innovation que la FARIC est en train de développer au niveau d'une plateforme de formation qui est très intéressante pour faire le pont avec un élément sur lequel notre projet a mis un peu la lumière, qui est le risque de vivre une disparité entre les régions. Ce que la FARIC est en train de développer, c'est absolument intéressant, pertinent. Puis je pense que c'est une belle piste à poursuivre, mais la réalité demeure que pour l'instant, c'est développé par la FARIC. Il y a des régions qui ne sont pas en lien avec cette association-là de familles d'accueil. Pour avoir parlé à M. Rioux, je sais que cette réflexion-là fait partie des préoccupations, mais le fait est que dans la structure dans laquelle on se retrouve quand même avec un système où les familles d'accueil FARIC vont avoir accès peut-être plus rapidement à ce type d'innovation-là que les autres associations de familles d'accueil, où ça va se faire de manière différente. Est-ce que ça pourrait se dédoubler éventuellement? Qui se développe quelque chose de similaire dans une autre association de familles d'accueil. Bref, je pense que ça démontre que peut-être qu'il manque un certain leadership mobilisant et plus centralisé pour réfléchir ensemble, tout le monde, à ça. Puis c'est compliqué parce qu'on se retrouve dans des dynamiques syndicales qui demandent, puis avec raison, de respecter les ententes syndicales qui ont été négociées, mais la formation, il me semble, il faudrait trouver une façon créative là, de pouvoir réfléchir peut-être un peu en dehors de cette structure-là pour que ces innovations-là profitent à tout le monde, puis qu'on puisse un peu contourner le risque auquel on fait face de se retrouver avec des disparités régionales parce qu'il existe en ce moment, on l'a vu dans les entrevues, puis si on ne fait rien, il risque de ne s'accentuer encore que davantage. Et ça, je pense que c'est un enjeu, en tout cas avec ce qu'on vient d'énoncer avec le projet de la FARIC, je trouve que c'est un enjeu qui est important à ramener là, par rapport à ce qu'on a discuté.
Merci beaucoup, Marie-Pierre. Il y a des interventions extrêmement intéressantes dans le mode conversé. Entre autres, ce que je veux souligner, c'est que les gens qui ont pris la parole, ce sont des parents d'accueil. Et on sent dans leur intervention, leur engagement, comme vous avez nommé, M. Bolduc, tout à l'heure, leur engagement à offrir une qualité d'accueil aux enfants qu'elles ont chez elles, le désir qu'elles ont de se former pour être les meilleures familles d'accueil possible, mais aussi les défis qu'elles rencontrent. Donc, les gens soulèvent, entre autres, la disparité, comme Marie, tu viens de le dire. Qu'est-ce qui fait qu'une formation va être offerte ou pas offerte? Qu'est-ce qui est reconnu comme une formation? Et elles ont toutes les deux souligné l'importance du soutien, compte tenu du fait, comme vous l'avez dit, M. Rioux, vous aussi, que les enfants qu'on accueille, que vous accueillez, présentent des défis importants. Comment on arrive à faire ça? Peut-être je vous donne la parole là, pour un petit mot de la fin avant de finir, mais je pense que Marie-Pierre a nommé un aspect important qu'on va mettre de l'avant dans notre rapport de recherche, c'est-à-dire la disparité régionale. Mais j'ai envie de dire aussi cette compréhension beaucoup plus large de ce qu'ont besoin les parents d'accueil, c'est-à-dire des besoins de formation. On s'est beaucoup questionné sur l'absence d'un référentiel de compétences ou d'un référentiel d'habileté, de savoir, de savoir-faire, de savoir-être beaucoup plus large. Et je pense que s'il y a des espaces où la collaboration entre le milieu de la recherche et le milieu de l'intervention pourrait être mis à profit, c'est sur ces enjeux-là. Parce que la littérature scientifique à travers le monde nous permet de dresser un portrait assez clair de ce référentiel de compétences. On l'a dans des programmes de formation ailleurs dans le monde. Et je pense qu'au Québec, on aurait intérêt à poser un regard un peu plus macro sur ça, au lieu de développer à la pièce des formations qui sont toutes extrêmement pertinentes, mais comment elles font sens les unes par rapport aux autres? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui devrait être adapté aux besoins individuels, comme vous l'avez nommé, messieurs Bolduc et Rioux? Donc, je pense qu'il faut remettre une espèce de cadre peut-être plus intégrateur à ces formations-là qui ont été développées avec beaucoup de bonne volonté, avec beaucoup l'intérêt de répondre aux besoins des parents d'accueil, mais il est peut-être temps de prendre un pas de recul, je pense, en ce moment par rapport à tout ça. Effectivement. Donc, je vous donne le mot, chacun à votre tour, un petit mot de la fin et j'en profite pour vous remercier de votre participation à cette table. C'est une première conversation qui, j'espère, va se poursuivre dans les prochains mois, mais je vous donne le mot de la fin là, avant qu'on puisse dire au revoir aux gens. Donc, M. Rioux. Bien, écoutez, moi, ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est effectivement, c'est l'innovation, c'est le partage, c'est le partenariat avec les établissements. Il faut le développer. Moi, je vous dirais que, j'avais parlé d'ailleurs avec Marie-Pierre à un moment donné, le TDA, là, ben oui, c'est beau. On le sait, c'est quoi le TDA, on la connaît, la théorie de ça. Mais souvent, il peut y avoir des approches qui vont être différentes puis qui vont coller à certains types de ressources versus d'autres. Puis, je pense que c'est d'explorer, puis c'est d'innover. Puis je pense que la FARIC, nous, ayant récupéré une partie lors des dernières négociations du budget formation qui est géré maintenant uniquement par nous, a permis ça de dire on va aller chercher des formateurs qui vont être toujours en respectant les critères ministériels, mais d'aller chercher des formations qui sont peut-être un peu plus innovantes et puis que des fois, bien, avec des approches différentes, ça devient, les familles d'accueil vont pouvoir explorer plusieurs avenues, puis toujours avec le souci du pratico-pratique, trucs et astuces au quotidien. Parce que les théories de base, on les connaît toutes, on ne réinventera pas la roue. Puis effectivement, depuis un certain temps, bien, ce partage-là avec les établissements est venu vraiment avec les établissements. Ah oui, super, puis ils ont embarqué dans ça à la mesure. Puis en plus de ça, nous, on est venu soulager un peu leur fardeau à eux au niveau de la gestion de ça, de l'organisation de ça, de la planification. Fait que c'est sûr que ça l'a aidé aussi au partenariat. Fait que faut continuer, il faut être curieux, il faut être innové, il faut fouiller puis chercher. Merci beaucoup, M. Bolduc. En fait, je vais être très bref. Là. Je pense que, je le dis souvent dans mes mots aux familles d'accueil avec lesquelles je parle et je côtoie. Une famille d'accueil, c'est plusieurs choses. Une famille d'accueil, ça va être une infirmière, ça va être un psychologue, ça va être une cuisinière, une couturière. Mais en fait, tous ces gens de cœur-là ont tous ces arcs à leur flèche-là, justement parce qu'ils ont une formation, ils ont été capables d'aller chercher des outils nécessaires dans le meilleur de leurs compétences, parce qu'on s'entend qu'une théorie, c'est quelque chose, mais arriver sur le terrain, comprendre le TSA et vivre avec un TSA qui fait c'est plat, je vais parler pour moi, mais qui va faire des trous dans mes murs une fois par semaine, c'est autre chose. La théorie et la pratique,
on emmagasine ce qu'on peut emmagasiner. Puis l'importance de la formation, c'est que cette année, en 2021, je l'ai suivi, j'ai emmagasiné ça. Je vais suivre la même formation l'année prochaine, mais je vais peut-être emmagasiner autre chose parce que mon cerveau va être en mesure, cette fois-ci, d'emmagasiner de l'information différente. Merci beaucoup. Nathalie? Oui, donc merci pour cette recherche, je la trouve hyper intéressante et je lis les commentaires aussi, je vois qu'il y a des gens qui disent que ça inspire des idées aussi d'innovation dans d'autres régions et puis je pense que personne ne peut nier l'importance de la formation et la formation continue pour les familles d'accueil parce que c'est pas statique. Il faut que ça soit, quand on parle d'innovation, c'est pas juste dans les formules, mais c'est dans le matériel et les connaissances. Et les connaissances aussi, c'est quelque chose qui est évolutif dans la vie. Donc, je pense qu'on repart tout aujourd'hui avec certaines idées supplémentaires de comment on pourrait faire en sorte de motiver et de mobiliser les gens et peut-être les messages qu'on envoie aussi concernant la formation et l'importance de celle-ci. Merci beaucoup tout le monde pour votre participation. Je remercie Marie-Pierre et Véronique pour leur contribution à ce projet de recherche-là. Vous savez, ce type de résultats de recherche et l'échange qu'on a eu aujourd'hui, c'est l'ADN de notre groupe de recherche. C'est ce qu'on veut faire, c'est-à-dire une recherche qui fait du sens pour les milieux avec lesquels on travaille. Vous nous avez aussi, comme toujours, ouvert 1 million de portes pour de futurs projets de recherche parce que je pense qu'on est peut-être à un stade où il faut aussi aller mesurer questionner, réfléchir aux impacts de ces formations-là, aux retombées de ces formations-là. M. Bolduc, vous l'avez nommé, mais M. Rio aussi. Et comment on peut aussi s'assurer que la formation des familles d'accueil se fait en écho avec du soutien. Parce que les former, vous l'avez bien dit, hein, les former une journée, ce n'est pas suffisant pour intégrer. Et quelqu'un l'a dit dans le mode de discussion, que certaines formations sont vues aussi comme du soutien et que c'est gagnant. Donc, ce sont des pistes extrêmement intéressantes, c'est-à-dire une vision complexe de ce rôle-là, avec à la fois l'importance de leur transmettre des connaissances, des informations pertinentes, mais surtout de les soutenir pour leur permettre de le mettre en place. Alors, merci beaucoup à tous pour cette participation. On se revoit au printemps pour le prochain cycle de conférences de l'équipe. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.